Mon nom est John Valade. J'ai passé beaucoup d'années à lire, faire des recherches en théologie. Donc, j'ai maintenant une maîtrise en théologie. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la science, toujours intéressé. Et j'ai écrit un livre qui essaie de mettre les deux ensemble pour dire que la Bible, qui n'est pas censée être scientifique, a beaucoup à dire sur la science, mais aussi beaucoup à dire à propos de la vie. Donc, le livre est appelé La Bible en tant que vérité, réflexion sur l'évolution, Jésus, l'enfer et le salut. Chapitre 1, la science moderne et la Bible. Mon père avait sa propre bibliothèque, principalement remplie de livres de science et de science-fiction. La bibliothèque Life Nature a été une constante dans mon enfance et mon adolescence. Une grande partie des recherches pour les dissertations en cours de sciences à l'école primaire provenaient de notre propre bibliothèque personnelle, et j'ai grandi en aimant à la fois la science et la science-fiction. J'ai toujours aimé apprendre comment les choses fonctionnent, et les sciences étaient ma matière préférée. Par exemple, j'étais le seul élève de 5e année de ma classe de sciences à avoir rédigé des essais sur le travail de Johann Mendel en tant que pionnier de la science, de la génétique, ou sur les étoiles pulsantes variables des Céphéides. Nous en saurons davantage sur Mendel un peu plus tard. Nous avons déménagé au Québec lorsque j'étais en 6e année, et je me retrouvais généralement inscrit dans des écoles catholiques romaines, où mes meilleures matières étaient la religion et les sciences. Le seul surnom qui me restait parmi les pairs pendant de plus que quelques jours était professeur. D'accord, peut-être pas tellement en physique, mais j'ai bien réussi en chimie et particulièrement en biologie. J'étais le seul élève de 9e année en biologie de 11e année et j'ai obtenu la 2e meilleure note de ma classe. C'est pendant le cours de biologie que je suis arrivé à la conclusion que la théorie de l'évolution n'était pas scientifique, ni même réaliste. Vous vous souvenez de Gregor Mendel? Il en a fait mener des expériences pour déterminer la fréquence de transmission des traits entre les générations. Il a proposé des lois de répartition des traits génétiques basées sur sa théorie de gènes dominants et récessifs. Il publia ses travaux en 1866, mais ils furent ignorés par la communauté scientifique pendant près de 35 ans. Ils ont été redécouverts en 1900, bien après que Charles Darwin soit devenu le chouchou du monde scientifique avec son ouvrage On the Origin of the Species, publié en 1859. Même en 9e année, les incohérences entre les recherches scientifiques de Mendel sur l'héritage génétique et l'hypothèse spéculative de Darwin sur la mutation et la sélection naturelle m'ont fait réaliser que Mendel reposait sur une base bien plus scientifique que Darwin. Mendel. Pourquoi quelqu'un voudrait greffer le travail de Mendel sur celui de Darwin me laisse encore perplexe aujourd'hui. À mon avis, si Mendel avait été publié et largement diffusé en premier, Darwin aurait été ridiculisé par la communauté scientifique pour avoir proféré des absurdités. Plus nous en apprenons sur la science réelle de l'ADN et de ses systèmes de soutien, plus l'évolution de la matière non vivante vers la vie et de la vie unicellulaire vers la vie humaine devient intenable, du moins pour quiconque veut appliquer le bon sens et la logique. Par exemple, saviez-vous que le même brin d'ADN peut être lu de 6 manières différentes à des fins différentes? Essayez d'écrire un morceau de code informatique qui peut être lu en avant et en arrière, tout en ayant un sens. Essayez ensuite de lire ce même morceau de code à intervalles irréguliers, en petits morceaux, vers l'avant et vers l'arrière, pour exécuter différentes fonctions. Pour l'ADN, cela fonctionne très bien, mais pas tellement pour la programmation informatique humaine. Essayez maintenant de brancher un ordinateur et sans aucune configuration initiale, laissez-le se programmer de manière aléatoire, sans aucune intervention humaine,
et voyez si vous pouvez obtenir ce genre de code. Voici ce que dit le Dr Robert Carter, titulaire d'un doctorat en biologie marine, à propos de la flexibilité des codes ADN et ARN qui se chevauchent. Les codes ADN et ARN multiples et superposés défient toute explication naturaliste et empêchent la sélection naturelle de fonctionner comme un agent de changement évolutif à long terme. La sélection se heurte sur un mur de difficultés insurmontables lorsqu'elle est confrontée de mutations qui affectent simultanément plusieurs caractères. Comment un simple processus d'essai et d'erreur, cherchant toujours la réponse la plus simple à un problème environnemental, pourra-t-il créer un système entrelacé et multicouche de régulation? En fait, ce système est une des merveilles de l'univers. Sans ce niveau de multitâche, le génome devrait être beaucoup plus grand et il ne serait peut-être pas possible pour les organismes multicellulaires basés sur l'ADN d'exister sans lui. L'ADN ne peut faire son travail que lorsque la technologie qui le soutient est déjà en place. Il doit être créé à partir de matériaux environnants, codé intelligemment et avoir déjà accès à des machines pour transférer les instructions en protéines ou de contrôler d'autres processus pilotés par les protéines. J'ai suivi une formation de base en réparation électronique et une formation en programmation informatique. Je n'ai fait ni un ni l'autre de ces métiers, mais j'ai trouvé des moyens d'appliquer la formation en programmation au travail dans une entreprise médiatique. Par exemple, j'ai écrit un programme pour générer un rapport sur le nombre de fois que nous avons diffusé une publicité promotionnelle pour une organisation culturelle que nous parrainions. Le collègue pour qui j'écrivais inscrivait son titre ou son numéro, la date de début et la date de fin. Le programme trouvait les journaux appropriés pour les dates, recherchait la chaîne de caractères, trouvait l'heure associée et copiait le texte dans un document Word. Lorsqu'il aura terminé tous ces journaux dans le délai imparti, il s'arrêtait. Pour le configurer, j'ai dû négocier avec le service informatique pour recevoir les autorisations permettant d'accéder à la partie du réseau contenant les journaux. Afin d'obtenir l'autorisation, j'ai dû promettre de copier chaque journal afin que l'original ne soit pas accidentellement détruit ou modifié. Plus, supprimer mes copies pour préserver la confidentialité de l'entreprise. J'ai dû ajouter ces processus au programme et les montrer aux informaticiens. Chaque cellule dispose d'un système équivalent pour contrôler l'accès et garantir que les données ne soient pas corrompues. L'ordinateur sur lequel j'ai effectué la programmation et celui sur lequel mon collègue l'a utilisé ont été développés par des concepteurs et des ingénieurs d'un autre pays. Il a probablement été construit dans une usine de haute technologie située dans un autre pays. Le langage dans lequel j'ai programmé a été développé par des ingénieurs logiciels travaillant pour Microsoft. J'ai dû apprendre ce langage particulier à partir des fichiers d'aide dans un langage macro préexistant dans Microsoft Word. Le réseau sur lequel j'étais et pour lequel j'avais besoin d'autorisation était installé et exploité par l'équipe d'informatique de l'entreprise et se composait de serveurs et de câblages qui devaient être installés et entretenus par eux. Tout cela fonctionna grâce à l'électricité fournie par notre société de services publics provinciale à partir d'une combinaison de centrales au charbon, hydroélectriques et nucléaires exploitées par les ingénieurs et des techniciens de partout dans la province. Toutes ces parties devaient exister avant que je puisse créer mon petit programme très basique. Le point important de tout cela est que l'ADN ne peut même pas fonctionner si toutes les parties de la cellule ne sont pas déjà en place et fonctionnent de manière optimale. Les enzymes et les machines de construction de protéines doivent comprendre le langage du code ADN afin de savoir quoi fabriquer et comment le fabriquer. Des enzymes et d'autres protéines sont nécessaires pour lire le code. Des machines de fabrication doivent être en place et fonctionner pour produire les enzymes capables de lire le code. La machinerie permettant de dupliquer les instructions ARN messager doit être en place pour programmer la machinerie
qui fabrique les protéines. Les protéines et un système de transport doivent être en place pour transmettre les instructions de l'ARN messager aux machines de fabrication, etc. La cellule est incroyablement complexe. Darwin n'avait aucune idée de la complexité de tout ce système au sein de la cellule. Et cela ne fait qu'empirer. Les organismes multicellulaires produisent des produits chimiques qui signalent aux autres cellules de coopérer avec elles, appelées hormones. Les cellules du cerveau et des nerfs envoient également des signaux électriques à d'autres cellules, se coordonnant chez l'homme pour la pensée, le mouvement ou la parole. La manière dont cela se produit reste un mystère sous enquête par les scientifiques. Le langage codé dans l'ADN permet à tout cela à se produire. Mais comment nos cellules ont-elles appris à lire ce langue? C'est aussi un mystère. Au moment où j'écris ces lignes, nous vivons depuis 2 ans dans une pandémie dans laquelle un vaccin apparemment miraculeux, enfin une thérapie génique, a été introduit. Il a fallu environ 30 ans de recherche scientifique méticuleuse et de planification minutieuse de la part de scientifiques américains et européens pour breveter le système de délivrance de l'ARN messager et d'une équipe de chercheurs canadiens pour développer l'enveloppe des nanoparticules lipidiques afin de protéger l'ARN et de permettre l'entrée dans les cellules. Sans les 30 années précédentes de réflexion et de recherche, il n'aura pas été possible de développer un vaccin en moins d'1 an. Même avec une planification minutieuse, nous découvrons que ce vaccin entraîne des effets inattendus, tels que la distribution de l'ARN dans tous les principaux organes, alors qu'il a été littéralement conçu pour rester au site d'injection. La production de protéines de pointe a été intelligemment conçue pour rester attachée à la paroi cellulaire de la cellule infectée, tout en réunissant d'une manière ou d'une autre à émerger dans la circulation sanguine et à circuler dans tout le corps. Alors que certains spéculent que la protéine spike est dangereuse en soi, mon objectif ici n'est pas de spéculer de la sécurité ou l'efficacité de cette intervention. Mon objectif est de démontrer que l'intelligence requise pour concevoir les systèmes génétiques et associés du corps dépasse clairement celle de nos meilleurs chercheurs humains de notre époque. Nos systèmes génétiques sont si finement régulés que toute intervention humaine semble entraîner des conséquences inattendues. Ce sont des choses qui peuvent se produire et qui se produisent lorsque l'intelligence est soigneusement appliquée à des systèmes génétiques complexes. Et pourtant, nous voulons croire que des mutations aléatoires peuvent produire les systèmes complexes et interconnectés que l'on retrouve dans tous les organismes terrestres. Ce type de réflexion implique quelque chose de très proche d'une foi aveugle à propos de l'évolution. Les résultats ci-dessus suggèrent que celui qui a programmé l'ADN et mis en place les systèmes qui le soutiennent est beaucoup plus intelligent et technologiquement avancé que n'importe quel être humain. Je dis que ce genre d'exploit incroyable d'ingénierie et de production est digne d'un vrai Dieu. Et voilà, une partie de chapitre du livre La Bible en tant que vérité. Réflexion sur l'évolution, Jésus, l'enfer et le salut. J'espère que vous avez trouvé ça au moins intéressant. Et si vous voulez acheter ce livre, c'est disponible sur Amazon. Et je vous souhaite bonne lecture. Merci.